Bon, bonjour à toutes et à toutes. L'idée, c'est pendant 1 heure, si vous voulez bien, de balayer et de comprendre finalement les éléments prégnants sur la fiscalité sur cette fin d'année 2020. Il reste encore quelques semaines, hein. Et puis, pour certaines choses, vous verrez qu'il y a des choses qui peuvent aussi aller au-delà du 1er janvier, de manière à ce que vous puissiez prendre les bonnes décisions. C'est une année qui a été riche en beaucoup d'événements, mais pas seulement d'un point de vue sanitaire, également d'un point de vue fiscal. Et on a vu émerger un certain nombre de nouveaux produits, d'ailleurs, qui permettent de défiscaliser en matière de retraite. Et ce que nous avons souhaité, dans le cadre de notre expertise, c'est de vous faire partager les éléments qui pourraient écairer votre réflexion. Alors, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, j'ai avec moi Baptiste Voltier, que je vais vous montrer, voilà. Bonjour. Qui est responsable des relations avec les experts comptables de la Fédération mondiale sur la région, et qui donc interviendra également sur des points plus techniques si jamais il y avait besoin, hein. Il est là pour m'assister. Donc le principe, en effet, on va exprimer un certain nombre d'éléments. Si ces éléments vous posent question, je compte sur toi, Solène, pour nous alerter sur le chat, de manière à ce qu'on puisse y répondre aussi en direct et avoir des échanges. Le but, c'est vraiment d'aller dans les échanges aujourd'hui. Bien sûr. Donc, premièrement, alors, est-ce que… Pardon. J'ai un petit problème de… Voilà. Donc, premièrement, pour commencer, je voulais rappeler quelques brèves et quelque chose qui est hyper important pour peut-être certains d'entre vous, c'est de vous rappeler que dans le cadre du Covid-19, de la Covid-19, si vous avez des contrats Madelin, vous avez la possibilité d'en demander un rachat partiel à condition que votre demande arrive avant le 31 décembre. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on se parle aujourd'hui. Vous pouvez demander un rachat exceptionnel d'un maximum de 8 000 euros, dont 2 000 euros sont en exonération d'IR. Ça, c'est important. Ça veut dire que si jamais vous avez des problèmes de trésorerie, eh bien, l'État a permis de débloquer votre épargne retraite, ce qui est normalement pas possible avant la retraite, en sachant que si vous avez besoin de 8 000 euros, il y a 6 000 euros qui rejoindront votre assiette fiscale. 2 conditions à cela. Premièrement, il faut que ça arrive avant le 31/12. Le contrat devra avoir été signé avant le 1er-06-2020, ça se comprend. Et il y a un formalisme à respecter. Donc, pour ça, il faut se rapprocher de son assureur. Il y en a qui ont utilisé ce dispositif ou qui le connaissaient? N'hésitez pas à prendre la parole ou à le mettre dans le chat, hein. Voilà. Alors, une chose importante quand même, c'est que vous avez dû le voir ou vous allez le remarquer, l'État a voulu une simplification des déclarations sur cette année 2020 avec un effet à compter de 2021 pour tous les travailleurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en SAS et puis ceux qui ne sont pas en microsocial. Vous ne serez plus tenu de déclarer les éléments à l'URSSAF, il n'y aura plus à souscrire une déclaration sociale, ce qu'on appelait le DSI. Et par contre, tout va fonctionner en dématérialisé. Donc ça, c'est plutôt votre comptable ou vous-même, si vous êtes en direct là-dessus, ça a quand même des effets intéressants, notamment dans le cadre de la simplification des déclarations. C'est que tous, vous allez pouvoir dépendre de la CPAM pour les prestations en indemnité journalière et de la CARSAT pour les prestations d'assurance vieillesse. C'est-à-dire que le système de simplification est aussi un regroupement des cotisations. Tout le monde connaît tous les problèmes qu'il y a eu avec le SSI à certains moments. Et depuis 3 ans maintenant, l'État a permis que les choses soient recentralisées, en tout cas pour l'appel des cotisations, même si vous cotisez toujours dans votre caisse d'origine. Je voudrais quand même bousculer quelques idées reçues parce que c'est toujours intéressant d'en reparler puisqu'on parle de protection sociale. Là, vous avez un graphique qui vous permet de voir que les indépendants qui relèvent de la sécurité sociale bénéficient d'un écart de cotisation toujours très favorable. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence, et vous le voyez, entre les cotisations appelées lorsque l'on est en statut, entre guillemets, salarié, mandataire social avec ou sans contrat de travail, et puis lorsque l'on est TNS. Donc, vous voyez, il y a un écart significatif qui se limite à partir du moment où on est au-dessus de 8 plafonds de sécurité sociale. Mais là, on est en train de parler de revenus que peu d'entre nous connaissent.
C'est intéressant de le savoir parce qu'en termes d'appel de cotisation, on est plus ou moins unifié. Je veux dire, en termes de prestations, on est plus ou moins unifié. En revanche, en termes de cotisation, il reste encore un écart très favorable au statut TNS. Pour bousculer encore quelques idées reçues, je vous ai mis également la différence entre un statut salarié et un statut indépendant. C'est très important parce que souvent, on croit que quand on est salarié, on est mieux protégé. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, pour un appel de cotisation moindre, quand on est TNS, on a une couverture sociale, comme vous le voyez, plus intéressante que lorsque l'on est salarié. Avec la différence que quelqu'un qui est salarié dépend d'une convention collective qui peut venir, avec des cotisations obligatoires conventionnelles, rattraper cet écart. Alors que dans le cas d'un travailleur non salarié, eh bien, il va falloir qu'il recourt à des cotisations assurantielles pour se protéger. Est-ce que tout le monde a vu? Je peux passer à la suite, je pense. Oui. Deux petites choses. Voilà. Oui, on peut dire, la chose principale, c'est de se dire que quand on est salarié, on ne touchera jamais plus par le régime obligatoire en cas de maladie que 45 €, alors que dans le cadre, d'une maladie, un TNS, qui est donc en gérant majoritaire ou en entreprise individuelle, pourra prétendre à 55 €, 55 par jour au maximum. Donc, il y a quand même un écart significatif quand on est malade quelque temps. Ça finit par peser un peu lourd. Alors, un petit point de vigilance, puisqu'on parle de protection sociale, même si ça, ce n'est pas fiscal, c'est de vous dire que l'équivalence de protection sociale n'existe pas sur le poste accident du travail et maladie professionnelle. Je m'explique, tout chef d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale ont la possibilité de souscrire à l'assurance volontaire et individuelle contre le risque accident du travail. Si vous ne le faites pas en tant que TNS, pardon, excusez-moi, vous risquez de vous faire refuser, notamment, les prestations de la sécurité sociale. Et ça, c'est un point de vigilance important à voir avec vos experts comptables. Nous, chez AG2R La Mondiale, nous veillons beaucoup à ce que nos clients soient informés, et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui, je le partage avec vous à l'UPE 06, qu'il y a eu des cas où, dans certaines caisses, il a été refusé des prestations du simple fait que le travailleur non salarié n'avait pas pris cette garantie. Donc, rapprochez-vous de vos experts comptables pour vous assurer que vous l'avez bien fait et que vous pouvez le faire. Ça, c'est vraiment une préconisation. Ce n'est pas le prix que ça coûte, mais ça peut vous protéger à 100%. Imaginez un accident du travail ou une maladie professionnelle et qu'à ce titre-là, vous voyez refuser vos prestations sécurité sociale ou vos prestations indemnité journalière. Ce serait fort dommage. Alors, en résumé, pour être clair, pour la prévoyance et la santé, pour les gérants en SAS, vous savez que vous dépendez éventuellement de votre convention collective liée à votre activité pour la couverture santé et prévoyance. Et vous pouvez vous protéger dans le cadre du collège des cadres, c'est-à-dire que vous êtes assimilé au collège des cadres. Quel que soit le régime de protection sociale que vous allez prendre en plus, il faudra à minimum respecter la convention collective et de toute façon mettre en place des solutions qui seront équivalentes pour l'ensemble de vos cadres. Je parle notamment en matière par exemple, de mutuelle santé. Vous ne pouvez pas vous isoler avec une superbe mutuelle santé si vous ne faites pas la même chose pour votre collège des cadres puisque vous êtes assimilé cadre. Pour les TNS, en revanche, bien évidemment, vous avez la liberté de choix sur les garanties tout en respectant les limites fiscales et sociales qui sont prévues par la loi. Marie-Pierre, on a une question. Oui. Il y a M. Nguyen qui demande les gérants pour les SAS, si c'est identique aussi. Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire, c'est que j'ai vraiment fait, depuis le départ de mon explication, j'explique qu'il y a d'un côté les gérants de SAS qui dépendent finalement, qui sont entre guillemets assimilés cadres et qui dépendent du régime général des salariés, avec à la fois ses contraintes et puis ses avantages. Voilà. Et puis de l'autre côté, on est TNS lorsqu'on est en SARL ou en entreprise individuelle. Et là,
on a un autre système. Hein, c'est ce que j'ai expliqué depuis le départ de la Voilà, réunion. Hein. donc il demande bien le président ou gérant, ça dépend du statut, effectivement. Ah oui, bien sûr. Mais lorsqu'il est en SAS, il est directeur, il est gérant, mais il a un statut assimilé salarié. Voilà, d'accord. C'est le statut D'accord ? qui fait la différence. Ça marche. Alors, pour les dispositifs de retraite, qu'est-ce qui a changé cette année? Je pense que vous avez tous entendu parler, ou si vous n'avez pas entendu parler, on en parle aujourd'hui, mais je pense que vous avez tous entendu parler du nouveau PER, du PERO, du PERECO et des transferts possibles entre les anciens contrats et les nouveaux contrats et contrats entre eux. Donc, c'est ce qui va nous animer pendant une partie du reste de la réunion pour bien comprendre qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé et qu'est-ce qui se passe au niveau fiscal, à la fois au moment de la cotisation et au moment de la restitution. Donc, pour ça, je pensais rappeler des choses essentielles qui sont très importantes. Ce n'est pas parce qu'il y a des nouveaux produits de retraite que pour autant les limites fiscales ont changé. Elles n'ont pas changé. Nous avons une fiscalité 163Q, quel joli nom, qui relève de l'imposition sur les revenus. C'est les produits que l'on appelle, entre guillemets, PERP, que l'on peut prendre que l'on soit salarié ou non, mais qui ont leurs propres règles fiscales. L'idée, c'est que la limite fiscale, c'est 90% du salaire, du revenu professionnel. Et il y a en même temps la possibilité d'utiliser pendant 3 ans cette enveloppe annuelle. Si par hasard, on est pour la première fois entrant dans un système pareil, dans un type de fiscalité pareil, on peut rattraper les 3 dernières années sur lesquelles nous n'avons pas cotisé. D'accord ? Après, il y a la fiscalité 154 bis, Madelin, qui est ouverte aux seuls travailleurs non salariés, qui, elle, est plus avantageuse d'un point de vue de déductibilité fiscale, puisqu'elle prend 10% du revenu professionnel global, auquel se rajoute 15% de la différence entre le PAS, cette année c'était 41 136, et le revenu professionnel. Je m'explique, j'ai 60 000 € de revenus de gérance ou de BIC ou de BNC, j'ai déjà 6 000 € de déductibilité fiscale, auquel je rajoute 15%, qui se situe entre 41 136 et 60 000 €. Donc, vous voyez bien déjà qu'en fiscalité Madelin, je déduis davantage que si je suis en fiscalité PERP. Cette fiscalité Madelin est ouverte aux seuls TNS, donc pas du tout aux gérants salariés. Hein. Donc, ensuite, il y a le fameux PERO, qui remplace, et on le verra tout à l'heure comment il fonctionne, l'ancien article 83, qui est réservé aux gens qui ont un statut assimilé salarié. Et là, on a 8% du salaire annuel brut. Et ensuite, il y a le PERECO, pour lequel l'abondement de l'entreprise peut aller jusqu'à 300% du versement salarié dans la limite de 16% du PAS, c'est-à-dire pour cette année, 6 581,76. Donc, on pourrait se dire, c'est formidable, il y en a plein des déductions fiscales. Sauf que, attention, et ça, c'est le plus important, c'est que ces plafonds ne sont pas cumulatifs. Si je prends au titre d'une fiscalité 163Q, ça va bien sûr impacter ma fiscalité Madelin si je suis TNS et que j'ai mis par ailleurs quelque chose à titre personnel. Si je mets un abondement PERECO, ça va bien évidemment manger tout ou partie de ma capacité à utiliser les autres fiscalités. Est-ce que là-dessus, j'ai des questions et est-ce que ça paraît très clair ? Est-ce que c'est un simple rappel ou c'est important pour vous de bien regarder cela ? En tout cas, il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Donc, n'hésitez pas même à prendre la parole. Hein, là, si vous voulez. Oui, n'hésitez pas. Hein, si vous avez besoin, parce que là, c'est un petit peu technique, mais en même temps, c'est essentiel parce qu'il est évident que c'est aux côtés de votre assureur et de votre expert comptable que vous pouvez vérifier que vous êtes bien dans ces limites et que vous pouvez arbitrer au mieux, parce que le but, c'est bien de prendre des décisions et pas de se laisser guider uniquement par une notion de produit ou d'aubaine fiscale, entre guillemets. Il faut bien mesurer tous les impacts que ça peut avoir.
Alors, je rappelle, je l'avais fait dans ma première introduction, enfin dans la première conférence que j'avais donnée en octobre. Je rappelle quand même l'architecture du dispositif PER pour ceux qui auraient besoin de comprendre ce qui a changé et ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une logique de produit Madelin, produit PERP, etc. On est dans une logique de compartiment de versement. Et en fonction de par quel biais et comment je verse, il y a des implications fiscales et des implications de sortie et de possibilité de sortie. Donc, on a ce qu'on appelle les versements volontaires. Donc, c'est ce que je vais moi verser à titre d'individu ou dans le cadre de mon revenu professionnel pour ma retraite. Donc, ça va être les versements en fiscalité 154 bis qu'on vient de voir, les Madelins, les versements en 163Q, ça vous parle, c'est le PERP, c'est les versements individuels que je vais faire sur mon PERO, et ce sont les versements volontaires sur mon PERECO. Et puis, je peux mettre aussi des versements non déductibles. J'ai le choix tout à fait de mettre des versements non déductibles. Ça peut être intéressant parfois. Il faut y réfléchir. Dans tous les cas, quand je ne peux racheter avant ma retraite que dans le cadre de rachats exceptionnels, qui sont malheureusement pas souvent drôles. Hein. Je tombe en invalidité, je suis en liquidation judiciaire, je suis déclarée en faillite ou surendettement, ou alors j'acquiers ma résidence principale. Lorsque je sors, et ça c'est la grande nouveauté du PER qui est intervenue cette année 2020, c'est que je peux sortir en rente ou en capital, ou une partie en rente et une partie en capital, ou en capital fractionné, en général pas plus de 10 ans. D'un point de vue fiscal, par contre, on est bien sur une fiscalité à la sortie, hein, totale et complète au titre du revenu. Je peux avoir des versements issus de l'épargne salariale. C'est tout ce qui touche la participation, l'intéressement, l'abondement de l'entreprise, les versements réguliers qui sont faits sur le PERECO à travers les jours de congé non pris et les CET. Là, j'ai également à faire avec les rachats exceptionnels ou l'acquisition pour ma résidence principale. Ça ne change pas, c'est comme le compartiment 1 et je peux sortir de la même manière que le compartiment 1. Compartiment 3, c'est les versements obligatoires que mon entreprise met pour moi et place pour moi dans le cadre notamment du PERO. Et c'est la part patronale et la part salariale des versements obligatoires. L'entreprise décide de mettre en place, dans le cadre d'un collège, une cotisation 2%, 5% du salaire annuel brut de son salarié. Et ce sont des versements dits obligatoires. Ceux-là ne peuvent pas être utilisables pour l'acquisition de la résidence principale et la sortie est obligatoirement en rente. Comment ça fonctionne? C'est intéressant de savoir que suivant si c'est un PER, un PERI individuel ou un PERO ou un PERECO, ça s'adresse à un certain nombre de catégories et les individus où la qualité de personnel est différente. Dans le cas du PER, je le fais à titre personnel, je suis parfaitement maître de ce que je veux mettre et je décide de le déduire dans les limites fiscales qui me sont prévues, que j'ai rappelées au début. Dans le côté du PERO, on est, comme je vous l'ai dit, dans le catégoriel. Je l'avais dit, hein, je vous avais expliqué, lorsque l'on est en SAS, on rentre dans une catégorie de personnel qui est la catégorie des cadres. Et donc, quand quelque chose est mis en place au titre du PERO, c'est fait pour l'ensemble des cadres. Et dans le PERECO, c'est encore plus large, c'est-à-dire que quand je mets en place un PERECO avec ses règles d'abondement, je m'adresse à l'intégralité du personnel et c'est donc sans distinction dans le cadre de toutes les personnes qui émargent dans ma société. Quelques contraintes, donc je vous les ai dites, dans le cadre du PERO. Donc, vous voyez, dans le PERI, il n'y a pas de contraintes à part des possibilités, ce qui pourra venir dans les prestations possibles au terme. Mais dans le cadre du PERO, je suis bien dans une catégorie objective. Et dans le PERECO, c'est l'ensemble du personnel. Et donc, il faut que je fasse attention à maîtriser l'enveloppe.
Si j'ai 15 salariés et que je mets 300% d'abondement, il faut peut-être que je calcule qu'est-ce que ça peut représenter si l'ensemble de mes 15 salariés versent la même année dans le cadre de mon Péréco. Et là, il faut vraiment bien piloter son dispositif et bien chercher quelle est la règle d'abondement qui sera la bonne. D'accord? Et puis, pour la sortie, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc dans le péri, comme je vous l'ai dit, vous pouvez sortir en capital, vous pouvez sortir en rente ou en capital fractionné avec une imposition sur le revenu à la sortie. Dans le cadre du Péro, c'est une rente obligatoire. Et dans le cadre du Péréco, le capital que je peux sortir est soumis uniquement aux prélèvements sociaux, donc il est totalement exonéré d'impôts, sauf les prélèvements sociaux, et on sort une rente. Alors, RVTO, ça veut dire que c'est une rente à titre onéreux. Ça veut dire que ma rente, elle est imposée uniquement à 40% de son montant, alors que la rente, la RVTG, ça veut dire que ça rentre dans mon revenu. Alors, important à retenir aussi pour ceux qui auraient pris des décisions d'ouvrir des PER, ils ont sans doute bien fait d'ailleurs, rien ne vous oblige, avant le 1er janvier 2023, à transférer les sommes que vous aviez dans vos anciens contrats sur les nouveaux. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous avez sans doute mis en place des contrats, peut-être certains d'entre vous, des contrats Madelin ou des contrats article 83, avec des tables de mortalité garanties, etc. Il n'y a aucune obligation à les transférer avant le 1er janvier 2023. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir conserver les deux dispositifs en même temps et arbitrer finalement dans le courant de l'année 2023 si vous voulez que tout fonctionne vers le nouveau PER ou pas. C'est important parce que ça peut vous permettre encore d'arbitrer pendant les 2 prochaines années. En revanche, une fois qu'on a transféré vers un PER, on ne peut plus faire marche arrière. Ça se fait dans un sens, ça ne peut pas se faire dans l'autre sens. Alors, quelque chose d'intéressant pour ceux qui, puisque nous sommes tous concernés par le PER, il y a une différence quand même entre un PER compte-titre et un PER assurantiel. Vous pouvez avoir la possibilité d'ouvrir un PER auprès d'organismes, comment on appelle ça? Oui, enfin, auprès de quel est le nom qu'on donne pour les comptes-titres qui ne soient pas des assurances? Oui, un PER compte-titre, tout simplement. Il y a quand même des différences majeures qu'il faut bien mesurer parce qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages à utiliser un PER en assurance. Il y a d'autres avantages sur les comptes titres, comme par exemple l'ouverture à des fonds assez exceptionnels, alors qu'un assureur va choisir un certain nombre de fonds. Et donc après, c'est vraiment en fonction de sa sensibilité. Mais il y a quand même des choses importantes. Dans le cadre notamment du fait que l'on va peut-être sortir en rente, à partir de 2023, les assureurs vont être obligés de mettre en place une comptabilité auxiliaire de manière à garantir une rente, à garantir la rente. C'est le cas des assurances, ce n'est pas le cas des PER compte titres. Donc, si l'on souhaite protéger et pouvoir avoir une véritable vision du revenu de substitution qu'on aura à la sortie, il vaudrait mieux aller sur un contrat assurantiel. Par exemple, le taux technique qui permet de garantir le capital et la sortie de la rente, il n'y a pas d'obligation de fixer un taux technique non plus du côté compte-titre, alors que c'est le cas au côté assurantiel. Au niveau de la fiscalité en cas de décès, il y a aussi une grande différence. Quand on a un compte-titre, on est bien sûr, comme quand on détient des actions, hein, ça rentre en plein dans la succession, en intégralité dans la succession, dans le calcul de la succession, quel que soit l'âge de l'assuré. Alors que dans le cadre d'un contrat assurantiel, on va avoir des choses qui vont se passer suivant le décès avant 70 ans ou après 70 ans, et notamment des exonérations sur les droits de succession. Pas de participation minimale aux bénéfices dans le cas d'un compte titre, c'est normal, vous êtes en action simple et pure.
Et par contre, dans le cadre assurantiel, vous voyez, oui, il y a quand même une participation minimale au bénéfice qui est calculée dans la capacité justement que l'assureur et l'obligation qu'a l'assureur de mettre en place une comptabilité auxiliaire. Dans le cadre de l'adhésion compte-titre, il n'y a pas de fonds euros, on est vraiment dans du compte-titre, c'est comme le PEA finalement, alors que dans le cadre assurantiel, vous l'avez. Et par contre, pas de sortie en rente possible dans le cadre d'une adhésion compte-titre. Or, on sait très bien que dans le cadre d'un contrat de retraite, il peut être intéressant d'aller panacher une partie en rente ou pas. Il y a des questions ? J'entends pas de questions, apparemment. Non, pardon, il n'y a pas de questions pour l'instant, Marie. Ah oui, pardon, excusez-moi, je ne vous entendais plus. Oui, j'avais coupé. Oui, ça doit être. Alors, soit j'endors tout le monde, soit alors c'est très clair. Non, non, il y en a qui participent bien dans le chat. Non, je plaisante, hein, je plaisantais. Non, mais c'est vrai que c'est le problème du fait quand on intervient sur Zoom ou sur Teams, c'est qu'on n'a pas le retour. Donc, on est toujours en train de se dire, mais est-ce que les gens me suivent bien ou pas? Voilà. Alors, donc, dans tous ces dispositifs, intéressants, parce que je souhaitais qu'on évoque justement dans ces dispositifs la nécessité de réfléchir et d'arbitrer, parce que ce n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, c'est certainement quelque part dans la réflexion sur les plusieurs dispositifs, à la fois en termes de fiscalité à l'entrée et en termes de fiscalité à la sortie, que l'on doit réfléchir comme tout chef d'entreprise. Alors, le PERO, c'est un nouveau dispositif qui remplace l'article 83, mais qui présente bien des avantages par rapport à l'ancien article 83. Tout d'abord, si vous avez un ancien article 83 retraite pour vous-même ou pour vos salariés, là je parle aux présidents de SAS ou aux gens qui ont été une SARL mais qui ont mis en place pour leurs conjoints ou pour leur personnel un article 83, le fait d'ouvrir un nouveau dispositif par rapport à l'ancien permet déjà mécaniquement de baisser de 4% le forfait social qui était dessus sur les versements. Donc, c'est déjà en soi assez intéressant. Puisque si vous continuez sur l'ancien dispositif, vous continuerez à devoir acquitter 20% de forfait social sur vos cotisations employeurs, alors que si vous passez dans un nouveau dispositif PERO, vous n'aurez plus que 16% de charges sur vos versements. Enfin, si c'était que ça, ce ne serait pas grand-chose, parce que entre l'IS et que l'on gagne aussi, bon, il y a quand même un gain, important. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme vous l'avez vu, on est passé en système de compartiment. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que les placements des jours de congés payés non pris, les placements de CET peuvent sortir en capital ou en rente, en fiscalité assurance vie. Ça veut dire que le capital n'est imposé après 8 ans, le capital n'est pas imposé et les intérêts après 8 ans sont assujettis à un forfait de 7,5. C'est quand même très intéressant sur cette partie-là. Sur la partie, si le salarié décidait de sortir en capital, à ce moment-là, vous pourriez bénéficier d'une rente qui ne serait imposée qu'à 40%. Je m'explique, vous sortez une rente viagère de 1 000 € par an, vous ne déclarerez et vous ne paierez des impôts que sur 400 € sur cette rente. Ça a quand même un sens. Dans les anciens 83, ça n'était pas possible. Il n'y avait pas de distinguo, puisqu'il n'y avait pas de compartiment. Également, les versements volontaires du salarié peuvent être en déduction fiscale et sortir en rente ou en capital au titre du compartiment 1. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller ouvrir, pour vos salariés, au lieu d'aller ouvrir un contrat personnel, ils peuvent se servir du contrat que vous avez mis en place pour faire ces fameux versements déductibles de leurs revenus chaque année. Donc, il y a de gros avantages à aller sur ce dispositif par rapport à l'ancien. Ça fait partie des choses qu'il faut réfléchir. Il y a d'autres avantages, mais là, on rentrerait dans des détails trop importants pour une réunion d'information. Le PERECO. Alors, le PERECO, il est mis en place pour l'ensemble du personnel et il remplace l'ancien PERCO.
La nouveauté du PERECO par rapport au PERCO, c'est que les versements volontaires du salarié qui sont obligatoires pour déclencher l'abondement de l'entreprise sont désormais déductibles fiscalement au titre du fameux compartiment 1 dont je vous ai parlé. De la même manière que le PERO, eh bien, il n'y a pas besoin de mettre en place des solutions personnelles. Vous pouvez mettre en place comment dirais-je, un versement qui soit déductible de vos revenus et qui déclenche l'abondement de l'entreprise. Ce n'était pas le cas avant. Avant, les versements qui étaient faits volontaires n'étaient pas déductibles des revenus de la personne qui les faisait. Par contre, et c'est là tout ce que je vous disais en préambule, c'est que l'abondement que va mettre l'entreprise va impacter l'enveloppe de déductibilité du bénéficiaire. C'est ce que je vous donne un exemple très simple derrière. On a établi, on l'a calculé, pour un salarié qui est en dessous de 70 000 € de revenus nets ou pour un TNS de moins de 50 000 €, l'abondement qui est créé par l'entreprise qui décide d'aller à 300%, ce que propose le maximum de l'abondement de l'entreprise pour qu'elle puisse déduire, elle, ce qu'elle met dedans, eh bien, ça vient détruire totalement la possibilité pour l'individu de déduire fiscalement. Je pense que la plupart des personnes que j'ai autour de cette table, à peu près, je suppose, sont en dessous de 70 000 € en tant que salarié et en dessous de 50 000 € en tant que TNS. Donc, c'est excessivement important dans la mise en place de tous ces dispositifs de graduer, notamment pour celui-là, de graduer l'abondement de l'entreprise en fonction de ce qu'on souhaite faire et de la capacité que l'on souhaite se laisser de déduire à titre personnel. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, avec ce nouveau dispositif pour les chefs d'entreprise, nouveau dispositif de retraite, il y a une véritable réflexion très fine à avoir sur qu'est-ce que je fais pour économiser de l'IS et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je me laisse comme marge de manœuvre, moi, pour déduire de mon IR. Et c'est bien un travail de fond qu'il faut faire à 360 degrés avec votre conseiller assureur aux côtés de votre expert comptable. Est-ce qu'il y a des questions sur toute cette partie-là avant qu'on passe à la dernière partie? Ou dans le chat, il y a des choses qui se sont échangées dans le chat qui peuvent éclairer l'intégralité de notre réflexion. Non, tout va bien. Il n'y a pas eu d'échange. D'accord. Ah si, cette année, il n'y aura pas beaucoup d'IS pour les entreprises. Oui. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, nous, on a constaté le contraire. Ah oui, c'est intéressant. Eh bien oui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des aides de l'État, parce qu'il y a eu des effets induits sur la baisse des cotisations sociales, parce que ça ne vous a pas échappé quand même que depuis 2 ans, il y a des baisses significatives, notamment sur les salaires, comment dirais-je, avec la disparition du CICE. Et la disparition du CICE avec le remboursement dans les entreprises cumulé à la baisse des charges sociales, si ça n'a pas été anticipé et si l'année s'est passée, je dirais bien, à peu près correctement, et c'est le cas pour certaines entreprises, eh bien mécaniquement, il y a de l'IS qui s'est créé. Et aujourd'hui, là, dans ces dernières semaines, nous aidons les chefs d'entreprise et nous avons quelques chefs d'entreprise qui nous ont été envoyés par leurs experts comptables qui vont se retrouver mécaniquement sans l'avoir voulu, avec l'impression que l'année a été évidemment impactée difficilement, mais bien évidemment que si on a perdu 40% de son chiffre d'affaires, c'est une évidence que là, il n'y aura pas beaucoup d'IS. Mais ceux qui auraient perdu 10% ou 15% de leur chiffre d'affaires peuvent se retrouver malgré tout avec un IS à payer. Ce n'est pas le cas dans l'assemblée que j'ai là. Je n'ai pas de réponse. Alors, est-ce que vous en avez qui devront payer quand même de l'IS? Il y a eu effectivement les aides de l'État, mais la perte du CA est quand même plus importante. D'accord.
D'accord, non, mais je peux le comprendre, hein, ça dépend, je vous dis, ça dépend de nous, on voit. Enfin, imaginez quelqu'un qui travaillait sur le digital cette année, ou un infirmier libéral ou un médecin. Je pense que leur bénéfice a largement augmenté cette année. Il y a certains pans d'activité qui ont explosé aussi de par cette crise sanitaire, hein. Mais là-dessus, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que le fait de savoir comment les choses se passent, ça permet peut-être de s'orienter, y compris sur 2021. Alors, dernier point que je souhaitais aborder avec vous sur la notion de fiscalité, c'est la notion d'IFC et d'IFC-IL. C'est une protection qui est trop peu utilisée par les chefs d'entreprise et pourtant, ça fait partie de la protection sociale et ça a un intérêt à tous les étages. C'est quoi les IFC? C'est les indemnités de fin de carrière et les IL, ce sont les indemnités de licenciement. Lorsque l'on a des salariés et lorsque soi-même on est éventuellement salarié, ça a un intérêt de le calculer et de le mesurer. En fait, mettre en place des indemnités de fin de carrière et de préfinancer les indemnités de fin de carrière et les indemnités de licenciement, ça permet la constitution des provisions nécessaires au paiement de cela, tout en les déduisant de l'impôt société. Si évidemment on les provisionne sur un contrat ouvert, hein, puisque au-delà de la déductibilité fiscale que ça va faire, c'est-à-dire je calcule que je vais avoir des indemnités de fin de carrière à payer de 10 000 € dans 3 ans à mon salarié qui est vieillissant, ou à moi-même d'ailleurs si j'ai un contrat de travail, où je me dis que ce serait intéressant que je provisionne un peu d'indemnité de licenciement pour me donner du mou, ça va me donner une grande liberté. Si je les provisionne les années où ça va bien, ça me permettra, si j'ai un licenciement à faire justement les années où ça ne va pas, d'avoir cet argent disponible. Je l'ai déjà mis de côté, il a rapporté des intérêts, et en plus, le fait de l'avoir mis sur un contrat m'a permis l'année où justement j'avais un bon résultat, de mettre par exemple 3 000 € et de le mettre en déduction de mon bénéfice, ce qui va me permettre d'économiser de l'IS. D'accord ? Je peux également, dans le cas d'un contrat, comme pour tout système comment dirais-je, de provisionnement, ou enfin en tout cas d'épargne, je mets quand je veux, je mets quand je peux, et je mets si je veux. Et puis si j'envisage de céder mon entreprise, lorsque l'on va la valoriser, comme les passifs sociaux, puisque l'entreprise elle a du passif, elle a de l'actif, les passifs sociaux sont calculés dans le cas du rachat d'une entreprise, à savoir j'ai une masse salariale de 5 salariés, dont 80% ont plus de 55 ans, il va y avoir un calcul du passif social qui sera fait et qui viendra soit minorer le prix de vente de mon entreprise, soit le majorer si je les ai prévus. Alors, lorsque l'on a un contrat en IFC-IL, il y a quand même une taxe de 9% pour l'État, normalement, si l'on décide justement de ne pas faire que des indemnités de fin de carrière et de faire des indemnités de licenciement. D'ailleurs, nous, on préconise en général d'aller sur des contrats mixtes comme cela, qui permettent à la fois d'utiliser l'argent lorsque la personne partira à la retraite et si je suis obligée de licencier. Mais il faut savoir que j'aurai une taxe quand même de 9%, qui finalement est assez peu, c'est pas très lourd comme taxe pour l'État, puisque en plus cette taxe vient en déduction de l'IS. Hein. Voilà. Donc, et je peux utiliser du coup cet argent qui rapporte quelques 3 francs 6 sous, hein, s'il n'est pas trop mal placé. Je peux l'utiliser dès que j'ai un licenciement, dès que je fais une rupture conventionnelle, dès que je peux, moi-même en tant que mandataire social, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était en SAS tout à l'heure, je peux me les servir en cas de révocation. Et si je l'utilisais, si j'en parlais aujourd'hui, c'est parce que c'est la dernière variable ajustable, mais apparemment vous n'êtes pas concerné par l'IS, pour beaucoup d'entre vous, d'après ce que vous me dites, c'est que, alors que pour ma Madeleine, que pour ma retraite,
que pour tout ce qui est charges moultes et variées que je veux déduire, il faut que je fasse avant le 31/12. Là, j'ai le droit d'aller jusqu'à 3 mois après la date de clôture du bilan, c'est-à-dire juste avant le dépôt de l'alias fiscal. Finalement, ça peut être intéressant de regarder ça avec votre comptable, puisque vous avez en gros, si vous clôturez au 31/12, vous avez jusqu'au 31 mars, en ayant une vision assez précise du coup avec votre expert comptable de ce qui va se passer en termes d'IS, vous avez jusqu'au 31 mars pour faire ce type de provision et le déduire de votre éventuel IS. Voilà, donc voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui en termes de fiscalité sur ce qu'il y avait à dire sur, donc bien sûr, fiscalité et protection sociale. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que l'on n'a pas abordées, que vous auriez souhaité aborder et qu'on pourrait aborder ensemble maintenant? Alors oui, il y en a une dans le chat. Par provision, vous entendez souscription? Oui, alors vous avez raison, c'est important parce que le passif social, il est obligatoirement normalement calculé à l'annexe du bilan dans les passifs. Ça fait partie des choses que l'on met au passif du bilan. Si vous ne les provisionnez pas, c'est inscrit au passif, mais comme c'est une dette à venir, il n'y a pas de déduction de ce passif social. En revanche, si vous provisionnez cela sur un contrat assurantiel, vous pouvez le déduire. Ce passif, vous le déduisez de votre bilan, enfin de votre bilan et surtout de votre compte de résultat sur l'année où vous le versez. Je m'explique, il y a un passif social qui est calculé de 9 000 € attendu, parce que là, c'est un calcul savant qui est fait par des actuariaires. Vous le provisionnez au titre, par exemple, vous provisionnez 3 000 € sur un contrat dédié à ça, eh bien, vous déduisez 3 000 € de votre résultat, à condition, bien sûr, que vous ouvriez un contrat dédié à ça. Et en contrepartie, bien sûr, une fois que vous avez mis cet argent sur ce contrat, vous ne pouvez plus l'utiliser que pour ça. Au même titre que quand je mets de l'argent pour ma retraite, c'est fait pour ma retraite. Là, vous ne pourrez décaisser cet argent que si vous l'utilisez pour des indemnités de licenciement ou pour comment dirais-je, pour une indemnité de fin de carrière. D'accord. La date du 31 mars, c'est ça, à retenir? Oui, pourquoi? Parce que vous avez, enfin, ce n'est pas la date du 31 mars, mais c'est 3 mois après la clôture du bilan. Si tous ceux qui sont là clôturent au 31/12, ça veut dire qu'ils ont en gros jusqu'au 31 mars pour le faire. D'accord. Donc c'est vrai, c'est la dernière variable ajustable après le 1er janvier. C'est pour ça qu'on en parle. Ah bah oui, bien sûr. Alors, vous voulez prendre la parole, Monsieur Nguyen, peut-être, pour poser la fin des questions? Oui, excusez-moi, bonjour à tous. Oui, l'IFC, donc c'est un contrat obligatoirement nominatif, tandis que sur les licenciements, donc peu importe, ça peut être un licenciement lambda qui peut se produire dans les années N+1 ou N+2. Alors je vous arrête, non, les indemnités de fin de carrière ne sont pas nominatives. Elles sont calculées en fait sur la masse salariale de l'intégralité d'entreprise. Elles ne sont pas dédiées forcément aux dirigeants d'entreprise. Non, là quand vous faites, je crois que… Donc c'est une indemnité de départ à la retraite alors en fin de compte. Oui, c'est ça, une indemnité de fin de carrière. La prise en charge de l'indemnité de départ à la retraite. Oui, c'est exactement cela. Après, là, ce à quoi vous faites allusion, c'est plutôt ce qui touchait dans l'article 39 à la constitution d'un capital. Voilà, ça c'est différent. Mais certaines caisses de retraite prennent en charge ces indemnités à partir du moment où on a une cotisation supplémentaire. Oui, là vous faites allusion à la ProBTP par exemple. Ou la G2R, le fait. Oui, plus du tout. Pas plus du tout? Vous le faites plus? Non. Dans le cadre certaines… Vous le faites plus? C'est-à-dire dans le cadre… Non, vous avez raison, dans le cadre de certaines conventions collectives, là on n'est plus… on est dans le cadre de certaines conventions collectives et elles sont peu nombreuses aujourd'hui qui avaient prévu cela dans le cadre de leurs accords de branche. Par exemple, je prends le cas de la ProBTP. Dans la ProBTP, il y a une partie des cotisations sociales qui sont payées pour prévoir cette indemnité de fin de carrière. Okay. Mais il y a très peu de conventions collectives qui le prévoient. De mémoire, je dirais qu'il y en a peut-être 5 ou 6
sur Oui, je sais les qu'il y a pour 150 branches, quoi. Hein. oui, pour les professions médicales, par exemple, ça, je sais qu'ils le font pour les libéraux, au niveau de la GDR, pour la BTP, etc. Certaines, Oui. certaines, mais très peu, très peu. C'est pour ça que parce que c'est tellement infinitésimal par rapport au nombre de branches que la plupart du temps. Alors après, bien sûr, c'est à vérifier Oui. auprès de son expert comptable et pour regarder si dans le cadre de sa convention collective, c'est prévu ou pas. D'accord, donc là, vous faites plutôt allusion pour une indemnité de départ à la retraite, mais pour l'ensemble du personnel salarié, quoi. Ok, d'accord. Oui, mais vous m'accorderez quand même que ce soit pour un licenciement ou pour un départ à la retraite, l'année où ça se passe, il vaudra mieux que l'entreprise ait anticipé la trésorerie nécessaire. Hein. Oui, bien entendu. Oui, c'est ça le souci. Non, non, mais ça, je l'entends très bien. Ouais. C'est nécessaire. Enfin, je pense que dans le cadre du pilotage, au même titre que on parlait tout à l'heure du Péréco et de l'abondement, il y a une nécessité pour le chef d'entreprise à le piloter, parce que sinon il le subit de plein fouet, quoi. Nous, ça nous est arrivé. Moi, je me souviens d'une entreprise qui a eu il y a 4-5 ans des grosses difficultés, a dû se défaire de 2 salariés. Et ils étaient super contents d'avoir mis en place un contrat et ils ont pu le financer. Parce que parfois, ça arrive qu'on licencie ou qu'on fasse partir à la retraite quelqu'un une année difficile. Imaginez une année comme celle-là. Cette année, ce serait dramatique pour certaines entreprises. Hein. Toujours, Or, c'est une obligation légale. Hein. C'est jamais le moment, de toute façon. Non, vous avez raison. Vous avez raison, c'est jamais le moment. Mais c'est vrai que c'est notre rôle, enfin, c'est votre rôle en tant que chef d'entreprise de le piloter. Hein, ça, c'est certain. Oui, oui, bien entendu. Bien, je vous remercie pour ces précisions. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, à ouvrir vos micros hein, si vous le souhaitez. Ben non, apparemment. Il y a Muriel qui dit « Merci pour ces infos, bonne fête à tous ». Ah bah oui, ça c'est bien. Déjà, c'est la première chose qu'il faut se souhaiter les uns les autres, c'est de passer une bonne fin d'année. Exactement. Dans les meilleures conditions possibles. Allez-y, remercier pour ces explications très claires. Et j'ai bien noté le numéro pour tout conseil personnalisé, donc je ne manquerai pas d'y avoir recours. Non, n'hésitez pas, hein, nous sommes là. C'est vrai qu'en plus, dans ce type de réunion, on essaye de donner le maximum d'informations pour finalement permettre la réflexion de chacun. Et bien évidemment, on peut répondre aux questions de manière plus personnelle, parce que ce n'est pas le cadre, en effet, d'une réunion comme celle-là. Bon, bah écoutez, tout le monde souhaite de belles fêtes de fin d'année, du coup. Moi, je ne peux pas l'écrire en chat, mais je vous le dis. Comment? Je dis, je ne peux pas l'écrire en chat, là, mais je vous le dis. Mais voilà. Oui, bien sûr. Bon, bah écoutez, apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, on va remercier Marie-Pierre pour toutes ces explications qui viennent compléter celles qu'on a fait au mois d'octobre, où il y avait déjà eu beaucoup de questions. C'était la dernière de l'année 2020. On va vous retrouver en 2021 prochainement. La première démarre le 6 janvier. Vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits sur les rendez-vous de janvier. Donc, on fera repartir une dernière programmation pour s'inscrire sur les prochains rendez-vous de janvier. Et ensuite, on vous retrouve, on espère, en présentiel dès le mois de février, puisque tout se fera en visio encore malheureusement en janvier. Et on espère que février sera sous de meilleurs auspices pour se retrouver en présentiel. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous et à toutes. À toutes et à tous plutôt. Et merci encore Marie-Pierre et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.